commencer, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher. Donc c'est à la fois comment économiser de l'argent et surtout du CO2 parce que c'est forcément un peu en lien. Ok. C'est bon chez toi? C'est bon. Je touche à rien. C'est bon? Ok. Ok, on reprend. Bon, au moins c'est drôle. Donc merci d'être là pour parler d'argent et de CO2 et comment en économiser dans les deux cas avec Azure. Avant de commencer, je vais vous parler un peu de moi et de la société pour laquelle je travaille. Donc globalement, Eddy, moi je suis de formation développeur. Très rapidement, je suis passé lead dev et aujourd'hui je suis DevOps architecte chez Eloasso. Pardon. Et je tiens à dire que pour cette conférence, déjà c'est ma première conférence, donc je suis un peu stressé. Et donc je suis d'une formation principalement Microsoft. On est sur Azure chez Eloasso, mais personne ne m'a menacé pour dire du bien d'Azure ou du mal. Okay. Pour parler un peu de Eloasso, nous globalement on est la première solution de gestion des clubs et de paiement des clubs et du secteur associatif en France. On existe depuis un petit moment. Aujourd'hui, en termes de chiffres assez intéressants, on a 4 millions de visiteurs uniques par mois. On gère un paiement toutes les 3 secondes. Et chiffre assez intéressant, s'il y a des profils techniques dans la salle, et je pense que majoritairement c'est ce qu'il y a, nous venons de lever 15 millions d'euros et donc on recrute énormément. Donc je vous inviterai bien évidemment après à venir discuter avec moi de ce sujet-là, mais aussi de votre évolution de carrière si vous en avez envie. Ce que je vous invite à faire, c'est on va retourner ensemble en 2015. Donc à l'époque, on est tout tranquille, on est chez OVH, on a un petit serveur, ça nous coûte 400 euros par mois, on est bien, et puis un jour, ça se passe assez mal, on n'avait pas bien prévu un truc. Heureusement, avec Cédric, on avait commencé à prévoir notre passage vers le cloud, et du coup, on a pris le virage de façon un peu serrée, et on est passé sur le cloud en une journée, globalement. Ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, comment on a commencé sur le cloud? En fait, le PDG de l'époque avait négocié notre intégration au programme Microsoft Venture, ce qui fait qu'on a bénéficié d'un crédit de 500 000 $ d'Azure. L'objectif, c'était de le dépenser en 3 ans. Je vous laisse deviner si on y arrivait. Oui. Donc entre octobre 2015 et octobre 2018, on a réussi à utiliser ça. Donc on est tout content, on a une infra sur Azure qui vraiment on défonce tout. On passe d'un serveur de 400 euros à quelque chose qui nous coûte à peu près 14 000 euros par mois, voire bien plus. Franchement, ça marche bien. Puis en octobre 2018, c'est la fin. Enfin, on n'a plus les 500 000, on va payer. Donc là, on se dit, faut faire quelque chose. C'est là qu'on se met sur le coup avec Cédric. Je pense qu'on était 2 ou 3 à l'époque. Et puis on se dit, on va payer, faire quelque chose. Donc on divise nos coûts par 3. Ce qui est pas mal, donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Ce que je vous montre là, c'est l'efficience des coûts. C'est une mesure qu'on aime bien avoir chez nous, c'est en gros combien nous coûte un paiement sur la plateforme. Donc avant, ça coûtait 30 centimes. Ouais, et, en 2018, on est passé autour de 10 centimes. Donc en termes de un paiement vis-à-vis de l'infra qu'on met en face. On n'était toujours pas satisfait de ça, donc après Microsoft, on commence à grossir avec eux. Et puis, ce qui est sympa avec eux, je ne sais pas si vous avez des Customer Success Managers, mais n'hésitez pas à les contacter. En gros, moi, ce que j'ai fait en 2020, c'est je l'ai contacté, je lui ai dit on paye toujours trop cher. Et ils nous ont payé un audit gratos. Et de l'audit, on a retiré plein de bonnes choses. Donc en gros, comment Microsoft nous paye des trucs pour en plus encore dépenser moins chez eux. Donc globalement, donc l'audit était aux alentours de 5 000 euros, ça ils nous l'ont offert. À la sortie de l'audit, ils nous ont promis une économie d'à peu près 80 000 euros par an. Et on n'était vraiment pas très loin de ça. Donc c'est quand même assez sympa. Et du coup, ce que j'en retiens, et en gros, ce qu'on essaye d'appliquer un peu tout au long de l'année, c'est 6 points principaux que je vais vous détailler là. Bien évidemment, c'est 15 minutes, donc c'est très simpliste et on peut en parler après. N'hésitez pas à venir me voir, il y aura tous mes liens après. Donc, tout simplement, le minimalisme, ça paraît évident, mais ce qui n'est pas utilisé, autant le supprimer. On est sur le cloud, c'est le but du truc, c'est de créer des ressources pour tester, de les supprimer ensuite.
Il y a des machines virtuelles aussi qui... c'est relou. Pourquoi il bouge? C'est bon? Ok. Des trucs tout bêtes comme les adresses IP publiques. Donc genre quand on crée une VM, souvent on peut cocher de créer une adresse IP publique, ensuite elle reste provisionnée. C'est quelque chose qui coûte de l'ordre de 10 € par an, mais quand on commence à en avoir un paquet, bah, ça fait beaucoup d'argent pour rien du tout. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est les ressources managées qui coûtent cher, qu'il faut penser vraiment à supprimer quand on n'en a pas besoin. Tout ce qui est, par exemple, les app services, les SQL serveurs, des choses qui coûtent vraiment très cher et qui, non utilisées, on les supprime. Bon, ça, c'est assez évident. L'efficience, ce que j'entends derrière ça, c'est qu'il y a un moment où je pense qu'Azure a voulu moderniser sa stack, et en fait, les nouvelles versions étaient moins chères que les anciennes. Donc par exemple, les VM en V2 étaient beaucoup plus chers que les VM en V3. Ça se change en un clic, et c'est une économie de l'ordre de 30% à faire. Donc c'est quand même des choses hyper intéressantes. Il y avait la même chose sur les comptes de stockage, où on pouvait passer de la V1 à la V2 en un clic et en gagner 10% d'économie. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que globalement, il y a des services qui sortent quasiment tous les jours, enfin, des nouveaux types de ressources. Il faut bien comparer les services entre eux pour savoir est-ce que celui-là est plus intéressant pour moi ou pas, vérifier les coûts et ne pas être piégé tout de suite par le manager en se disant c'est trop bien, ça répond à ma problématique. La cohérence. Donc attention, je ne vous dis pas qu'il faut tout rassembler, tout mettre dans un data center et puis ne pas répliquer. Il faut savoir que Azure, il fonctionne en région. Donc une région, c'est 3 data centers, donc, avec 3 ALIM différentes, 3 fournisseurs Internet différents. Donc nous, quand on a commencé, on était un peu partout en Europe. Et il faut savoir qu'en fait, le fait de faire sortir de la data d'un data center, ça coûte 2 centimes du giga. Quand on fait de la réplication de bases de données en temps réel, quand les bases font 1 Tera, ça coûte vite cher. Donc globalement, on essaye d'être un peu plus cohérent, d'être dans les bons data centers où on veut, et ça nous aide aussi à économiser. La gouvernance, parce que tout le monde adore ça, donc tout l'aspect procédure, contrôle. Azure met 2 trucs vraiment très bien à dispo. C'est la partie policy, qui permet en fait de mettre en place des politiques fortes en fait, pour bloquer les utilisateurs, ou en tout cas les personnes qui ont accès dans certaines choses. Donc si on ne veut des ressources qu'en France, on peut utiliser une politique et la déployer pour que les utilisateurs ne mettent que des machines en France. Si on veut que certains types de VM, on peut faire ça. Donc au-delà de garantir les coûts, ça garantit aussi l'unicité de l'infrastructure. Donc ça, c'est chouette. Les policies, il y a Azure qui en met à dispo, donc c'est du Ascode. On peut les déployer en clic-clic, mais il y a du Ascode. Donc ils en mettent en dispo sur leur repo, qui sont les policies de base. Et il y a un repo communautaire, donc tout ça c'est sur GitHub, ça se trouve hyper facilement. Et la deuxième partie de la gouvernance, c'est tout ce qui est bien ranger ces ressources au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a des souscriptions qui sont adaptées et qui sont sorties il y a peu de temps. Donc les souscriptions DevTest qui permettent des économies de coûts assez intéressantes. Ça me stresse. Globalement, sur une souscription DevTest, on peut économiser 57% de coûts selon les ressources qu'on met dessus, parce qu'en fait on ne paye pas les licences et il n'y a pas de SLA garantie. L'amitié. Globalement, Azure met moi c'est mon best friend forever. C'est l'advisor. Je vous conseille d'aller faire un tour dessus toutes les semaines, tous les mois, comme vous voulez. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des recommandations à la fois en termes de coûts, mais aussi de sécurité, et qui sont hyper pertinentes. Donc globalement, là, en recommandation, il m'en met 2 impactantes, et il me dit telle VM, son CPU a été utilisé à 5%, et sa mémoire à 20%, est-ce que tu ne veux pas la diviser par 2? Peut-être qu'il y a un truc à faire, quoi. Donc ça, c'est hyper cool. Et le dernier truc, vraiment, qui est la masterclass de l'économie sur Azure, c'est la réservation. Donc c'est assez peu connu, ils communiquent dessus, mais de façon un peu light. L'idée, c'est de dire, cette base de données, je vais en avoir besoin pendant longtemps, au moins 1 an. Donc ce que je fais, c'est que je la réserve. Je n'ai pas besoin de bénéficier du cloud et de me dire, je la supprime à tout moment. Donc le fait de la réserver, c'est 1, 3 et 5 ans. Et quand on réserve de 1 an, on a en gros 30% de résa, et quand on va jusqu'à 5 ans, on peut avoir 50-60% d'économie. Donc c'est quand même vraiment pas négligeable, cette partie-là. Et globalement, si on les rend avant, ils disent qu'on a des pénalités, tout ça. Moi, j'arrête pas de les supprimer, de les recréer, de les supprimer. Pour l'instant, il y a une petite phrase qui dit « c'est pas implémenté, donc vous payez pas ». Et quand ce sera implémenté, c'est de l'ordre de... On a le droit de rendre 50 000 $, enfin dans une limite de 50 000 $ sur 12 mois glissants,
Donc il y a encore un peu le temps de voir venir, mais c'est chouette. Bon, normalement, là, on a bien répondu à notre première problématique qui est comment on économise de l'argent. Il y avait du CO2 aussi. Je ne vous ai pas mis que du buzzword pour vous attirer, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, le tout est directement lié. En fait. C'est pour ça que j'ai mis les deux mots dans le titre de la conf. C'est quand on économise de l'argent, généralement, on réduit nos ressources. En tout cas, on a une préoccupation d'économie. Et sur Azure, les deux sont liés. Donc c'est bien beau, mais comment je fais pour montrer que j'ai vraiment économisé du CO2 là-dedans? Eh bien, il y a un petit outil que l'équipe RSE adore, ou les gens que ça intéresse en interne, c'est l'Azure Dashboard Émissions Impact. Donc c'est dispo sur Power BI. Globalement, il suffit juste de faire un clic, ça se branche directement sur la souscription Azure, et ça donne l'état de la consommation d'énergie au fur et à mesure du temps. Ça, c'est notre dashboard, mais c'est un des exemples. Il y a 4 dashboards hyper complexes qui sont plus dédiés aux gens qui travaillent dans le secteur et qui pourront en tout cas détailler comment ça fonctionne. Mais voilà. Du coup, on a répondu à l'ensemble de nos problématiques. J'ai envie de vous laisser avec cette petite citation de Philippe Saint-Marc qui nous dit que le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa reconstruction. La défense de la nature est plus rentable pour les nations. Donc, bon, bien sûr, ici, on ne parle pas de nation, on parle de société. Mais dans tous les cas, je pense que on a tout intérêt, chacun, à notre niveau, à faire attention à notre consommation, à la fois combien ça va nous coûter, et à investir sur ça pour réduire notre consommation en CO2. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. On a 2-3 minutes, je pense. Et sinon, je suis disponible après. Mes liens sont ici. Je l'ai hyper bien placé, vous n'allez pas pouvoir le flasher, mais c'est le petit QR code de feedback. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin si vous voulez me faire du feedback, ce sera hyper intéressant pour moi. C'est ma première conf. Donc là, je suis beaucoup moins stressé qu'au départ, mais la prochaine fois, je changerai mon adaptateur USB-C. Merci beaucoup. Un petit tips, un truc qui a marché le mieux pour... En termes d'économie? Ouais, en termes d'économie. Un truc qui coûte pas cher et qui fait des grands effets. Le truc vraiment le plus simple, c'est la réserve. La réservation, on a gagné, du jour au lendemain, tu gagnes 30% en 3 clics. Et il y a de la suggestion qui se fait automatiquement. Vraiment, c'est le truc le plus simple. Après, il y a certains trucs que j'ai oubliés, mais qui sont assez chouettes aussi. C'est sur les bases de données, où on a vraiment gagné. C'est nos bases de données de dev et test, on les a passées dans un système de tarification. Anciennement, c'était du DTU, on est passé en VCore. Et le VCore peut avoir de l'autopause dessus. Donc en gros, dès qu'on n'utilise plus les bases, elles se mettent en pause. Et ça, c'est vraiment un gain énorme sur la conso. Oui, bonjour. Vous n'avez pas parlé de pouvoir éteindre des ressources, par exemple, quand c'est pas utilisé. Ouais. Par exemple, un environnement de dev, de recettes, de tests, il pourrait être allumé que les horaires ouvrés. Oui, bien sûr. Alors, on le fait. Mais c'est pas lié directement à Azure, donc c'est pour ça que j'en parle pas là. Mais globalement, oui, on peut. La base de données qui se met en autopause, ça fait partie du truc. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est plus autour de Kubernetes, où en gros, nos environnements de dev test, on les déprovisionne soir et week-end. Comme ça, au moins, le truc n'existe même plus et ne tourne plus. Donc là, on fait des économies sur ça. Et après, là, ce qu'on est en train de faire en plus intéressant, c'est vraiment de carrément terraformer l'ensemble de notre infra pour se dire, les dev tests, on va carrément les détruire quand ils sont plus utilisés et on les remonte le matin. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il y a vraiment 0 ressources qui tournent, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'arrêter. Par exemple, le fait d'avoir un Kubernetes qui tourne, derrière, il y a des VM. On ne peut pas enlever toutes les VM. En fait, il faut au moins en laisser une pour que le truc, au moins il y ait les clusters de base qui soient là. Je crois qu'on peut éteindre beaucoup de choses. On peut éteindre plein de trucs, mais... Ok. Merci. Tu parlais d'infrastructure as code. Comment ça marche avec la partie réservée, du coup parce qu'en soi, tu peux détruire tes ressources, les recréer. Ça fonctionne bien ensemble? Alors ça fonctionne bien, il faut juste arriver à trouver le bon équilibre. En gros, sur la courbe, tu vois le taux d'utilisation de ta réservation.
Si tu es dans les ordres d'économie, donc c'est-à-dire que tu es autour de 60-70% d'utilisation, c'est que c'est bon. Si tu tombes à 50%, bah, ça veut dire que tu ne vas pas gagner assez d'argent. Ça ne va pas te permettre d'économiser assez par rapport à ton taux d'extinction. Voilà. En tout cas, ça se gère. Nous, on le fait. En gros, on voit que notre courbe a fait comme ça, et dans la moyenne, on est plutôt autour de 80, donc ça marche bien. Mais ouais, si tu descends trop bas, c'est pas intéressant. Ok, bah, je vous invite à en parler après, si vous voulez. Je suis dispo. Merci encore.